midi. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pour certains, c'est devenu une routine honteuse. Légumes, viande, biscuits, les vols à l'étalage se multiplient dans les supermarchés. Le phénomène s'étend à toutes les couches sociales, chômeurs, cadres et étudiants, catégorie de la population durement frappée par l'inflation. C'est le cas de Maxime. Le reste à vivre mensuel de cet étudiant en histoire se monte à une trentaine d'euros. Le supermarché, des fois, on va prendre quelque chose et pas forcément le passer parce que je peux pas le payer. C'est des produits alimentaires de base. Je ne sais même pas si je peux appeler ça du vol parce que c'est par nécessité en fait que je fais ça. Et moi, je me retrouve sur la paille assez rapidement dans les premiers jours du mois et du coup c'est un peu l'inquiétude à chaque fois de savoir comment je vais faire pour m'en sortir quoi. Dans les banques alimentaires, il y a des produits qui a plus et ce qui pouvait avant suffire en fait pour vivre. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir subvenir à ses besoins en passant par les banques alimentaires quoi. Maxime, étudiant en histoire, témoignage recueilli par Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. L'iPhone 12 est-il dangereux pour votre santé ? Eh bien oui, nous dit l'Agence nationale des fréquences qui ordonne son retrait temporaire du marché. Si vous pensiez en acheter un, il faudra attendre. On parle du modèle sorti en 2020 mais toujours disponible. Sa faute, selon l'agence, des ondes électromagnétiques trop puissantes, donc potentiellement dangereuses pour la santé. Martin Lange. Oui, il est commercialisé depuis 3 ans, mais l'iPhone 12 émet trop d'ondes électromagnétiques. C'est le résultat de tests menés par l'Agence nationale des fréquences. Elle mesure les émissions de tous les modèles de téléphone dans 2 positions. D'abord dans la poche d'une veste ou dans un sac, puis quand le téléphone est tenu à la main. C'est dans ce cas que les émissions de l'iPhone 12 posent problème. 5,7 watts par kilogramme contre 4 normalement autorisés. La NFR demande donc à Apple de retirer l'appareil du marché français. L'agence souhaite également que la marque à la pomme propose rapidement des mesures correctives pour les téléphones déjà en circulation. Une simple mise à jour pourrait suffire. Apple a 15 jours pour répondre selon Jean-Noël Barrot. Dans une interview au Parisien, le ministre du numérique met la pression sur l'entreprise américaine. Je suis prêt à ordonner le rappel des appareils en question, dit-il. Alors combien de téléphones sont concernés ? Difficile à dire, mais la version 12 de l'iPhone avait été un énorme succès commercial, le smartphone le plus vendu dans le monde en 2021, un an après sa sortie. Martin Lange, un coup dur pour Apple qui présentait hier son dernier né, l'iPhone 15 avec sa connectique désormais universelle, c'est-à-dire une prise USB-C. Ce n'est pas une fleur de la part de la firme américaine, mais une mise en règle vis-à-vis de la future directive européenne. Un seul et même chargeur pour tous les appareils, quelle que soit la marque et le système d'exploitation. Le geste de Bercy pour calmer la gronde patronale, le ministre de l'économie annonce la suppression de la CVAE pour les petites entreprises dès l'an prochain. 300 000 TPE-PME sont concernés par la disparition de leur cotisation forfaitaire. Et puis autre annonce, autre mesure, elle concerne les contribuables qui paient l'impôt sur le revenu. Le barème sera relevé à 4,8% pour suivre l'inflation. Il est 7h04 sur Europe 1. Le projet de loi sur l'immigration est-il en train de tourner au casse-tête pour le gouvernement ? Le texte sera examiné le 6 novembre au Sénat. Même au sein de la majorité, on ne semble plus trop pressé de le voter. Quant à en discuter, eh bien, on en aura une idée tout à l'heure à l'occasion de la rentrée parlementaire du groupe Renaissance. La Macronie doit aussi affronter le jusqu'au boutisme des oppositions, à droite comme à gauche, Jacques Serret. Oui, l'exécutif était persuadé que la stratégie du « en même temps » fonctionnerait une fois de plus. Ce projet de loi était censé satisfaire tout le monde, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, résumait à l'envi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Un texte équilibré, défendait-on en haut lieu. Mais à 2 mois de son examen au Parlement, l'heure est aux crispations, aux divisions. Ce projet de loi ne convient ni aux parlementaires de gauche, ni aux élus de droite. Et la Macronie, sans majorité absolue, se retrouve dans l'embarras. Car personne ne veut rien lâcher. Quand l'aile gauche de la majorité co-signe une tribune avec des socialistes, des écologistes et des communistes pour marquer les esprits, eh bien la droite, elle aussi, monte au front pour réclamer le retrait de l'article 3 qui prévoit la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. La motion de censure n'est ni un totem ni un tabou, menace Olivier Marleix, le patron des députés LR. Le bras de fer est engagé, autrement dit, au cas où le gouvernement maintiendrait ce fameux article 3, il n'aurait d'autre choix que de passer par le 49.3. Il s'exposerait alors à une motion de censure de la droite. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et comme s'il fallait rajouter un peu d'huile sur un feu déjà bien vif, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, estime que la réindustrialisation de la France ne pourra pas se faire sans avoir recours à l'immigration. Un cas probable de botulisme alimentaire fait 1 mort à Bordeaux. 7 autres personnes sont toujours hospitalisées en réanimation, très commun à tous ces malades. Ils ont fréquenté le même restaurant samedi. Tous les détails dans le journal de 7h30. Au Maroc, maintenant, il n'y a pratiquement plus d'espoir de retrouver des survivants. La France
France se dit toujours prête à apporter son concours sur place. Le président Emmanuel Macron lui-même a tenu à éteindre la polémique à propos de ce fait vert de Rabat qui ne vient toujours pas. Dans ce moment, qui est un moment évidemment de peine, mais aussi d'action et de solidarité, je voudrais avoir des mots très simples. J'ai vu beaucoup de polémiques ces derniers jours qui n'ont pas lieu d'être. C'est évidemment à Sa Majesté le Roi et au gouvernement du Maroc, de manière pleinement souveraine, d'organiser l'aide internationale. Et donc nous sommes à disposition de leur choix souverain. C'est depuis la première seconde ce que nous faisons de manière tout à fait normale. Emmanuel Macron hier soir, vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, 2900 morts, plus de 5000 blessés, bilan encore provisoire 5 jours après le séisme. Les secouristes ne se font pratiquement plus d'illusions sur les chances de retrouver des survivants. Reportage d'envoyé spécial d'Europe 1 à Tinmel, c'est l'épicentre du séisme. Inès Zegloul. Oui, avec un mot d'ordre, retrouver les survivants. Mais ici, les couches de débris sont telles. Les maisons en flanc de falaise s'effondrent en contrebas. Les câbles électriques mis à nu traînent par terre. Bref, l'odeur putride de la mort est souvent le seul signe avant-coureur qui déclenche les fouilles. Il faut retirer le cadavre. Et même quand c'est le cas, un long protocole doit être respecté. Lorsque je les ai croisés, les secouristes espagnols attendaient déjà depuis des heures dans leur camion. Nous attendons quelques indications et lorsque tout sera clair, nous nous rendrons sur place avec du personnel cynophile, des moyens techniques de recherche et un soutien sanitaire. Reconnaissance de la zone d'abord au drone ou à l'hélicoptère, estimation des besoins ensuite. Mais faut-il encore pouvoir se rendre sur place? Impossible toujours pour les médecins de rejoindre certains hameaux isolés. On peut donner des bétadines, des compresses et des bandes de gaz. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. On a trouvé des cas qui sont dépassés pour la suture. Il y a des autres villages ruraux qui sont plus graves que ça, mais on ne peut pas passer vers ces personnes parce que la route est fermée à cause du séisme. Et au contre-la-montre, les secouristes sont donnés perdants. À l'épicentre, il semblerait que seuls les corps sans vie sont sortis des décombres. Inès Zegloul, envoyé spécial d'Europe 1 au Maroc. On termine ce journal avec une sortie très attendue sur Netflix. Tapie, série télévisée inspirée de la vraie vie de Bernard Tapie, présentée à Cannes en mai dernier. Elle est disponible dès aujourd'hui, Héloïse Goua. T-A-P-I-E. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. Plus de 10 ans que cette série trottait dans l'esprit d'Olivier Demangel et Tristan Seguela, les créateurs de la fiction Tapie. Les 7 épisodes de 50 minutes suffisent à peine à raconter une partie de la vie romanesque de cet homme. Dans la peau du héros, un Laurent Lafitte épatant dans sa gestuelle, son naturel et sa gouaille. La série est chronologique, à chaque épisode son histoire. On y découvre d'abord un jeune Bernard de 23 ans qui se lance dans la chanson auprès d'un certain Michel Polnareff. On suit ensuite les grandes réussites, les échecs et les condamnations de cet homme issu d'un milieu modeste qui gardera toujours un lien fort avec ses parents. Parmi les scènes marquantes de cette série, le tête-à-tête avec le procureur Éric de Montgolfier dans le cadre du match truqué entre l'OM et Valenciennes. Vous auriez pu être un météore et vous n'avez été qu'une nébuleuse, monsieur Tapie. Défi relevé pour cette série très rythmée aux images soignées qui nous présente l'homme d'affaires dans toutes ses contradictions 2 ans après sa disparition. Héloïse Goua, tiens, le football, première défaite de l'année pour les Français, battus 2-1 hier soir par l'Allemagne en match amical. Et on les disait en grave difficulté les Allemands, effectivement. C'est peut-être pas chez eux que c'était le pire hier soir. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.